Je vous remercie. Alors tout d'abord, je voudrais remercier la Ligue des droits de l'homme, l'ensemble des organisateurs et en particulier Madame Dumont, alors d'une manière générale pour leur engagement en matière de droits des femmes et également, plus particulièrement, pour m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui et pour leur invitation. Voilà, merci beaucoup. Alors donc, comme ça vient d'être rappelé, je vais essayer d'évoquer brièvement l'évolution des systèmes juridiques et la persistance des inégalités dans la loi, en essayant d'avoir une approche un peu comparative. Alors, je vais repartir d'abord un peu en arrière et puis essayer de voir les choses de façon universelle pour commencer. Alors, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dès la création des Nations Unies, on retrouve le principe des droits égaux pour les femmes et pour les hommes dans le célèbre article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, si on regarde les termes, c'est « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Donc, on voit que dans ce texte, les rédacteurs ont veillé à ce que la formulation soit parfaitement neutre, tous les êtres humains, et sans aucune ambiguïté quant à l'inclusion des deux sexes. Je le relève parce que ce n'est pas le cas dans la Déclaration française de 1789. Cet impératif, on le retrouve ensuite formulé plus ou moins de la même façon dans les deux pactes internationaux de 1966, le premier sur les droits civils et politiques et l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et ces deux textes, ils ont une importance, j'ai presque envie de dire capitale, puisqu'ils ont été approuvés par environ 90% des États, pour qui ils ont une valeur contraignante, contrairement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a une valeur hautement symbolique, mais qui n'a pas de valeur juridiquement contraignante. Ces textes fondateurs, donc finalement, ils traitent en quelque sorte les femmes comme des hommes comme les autres. C'est un peu ça l'idée, et on est dans l'optique d'une sorte d'universalisme totalement abstrait. Cette optique, un universalisme abstrait, elle s'est ensuite poursuivie avec l'affirmation, alors les termes ont un peu été modifiés, puisque là on est passé à l'affirmation d'un principe de non-discrimination. Mais ça revient un petit peu au même. Et donc, on le retrouve ensuite dans des textes qui concernent des questions spécifiques, par exemple la Convention sur les droits de l'enfant en 1989 ou celle sur les droits des travailleurs migrants en 1990. Et donc là, on reste sur des termes neutres puisqu'on interdit les discriminations fondées sur le sexe. Parallèlement à ça, les Nations Unies ont aussi, dès le début de leur existence, donc c'est vraiment en parallèle, utilisé une autre méthode, en élaborant cette fois-ci des textes porteurs d'une protection catégorielle et thématique, c'est-à-dire qui visent spécifiquement certaines discriminations et violations de droits dont sont victimes plus particulièrement des femmes. Alors on a quelques exemples, on voit bien que ça date déjà des années 50, une convention sur l'exploitation de la prostitution en 1950, une autre sur la protection de la maternité en 1952 ou encore sur la nationalité de la femme mariée en 1957. Et puis, troisième façon d'aborder les choses, les Nations Unies, toujours dans le cadre de leur action en matière de droits des femmes, ont aussi retenu une approche, cette fois-ci à la fois catégorielle, en ce qu'elle vise spécifiquement les femmes, et généraliste, en ce qu'elle vise tous les droits fondamentaux. Et donc ça, c'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979. Et ce qu'il faut noter dans ce texte, mais c'est assez logique quand on est dans une protection catégorielle et généraliste, c'est que ce texte, il vise à la fois une égalité formelle, mais aussi une égalité réelle, puisqu'il autorise les discriminations positives qui vont à l'encontre de l'égalité formelle, mais pour parvenir à une égalité réelle. Et puis ce texte désigne les stéréotypes, schémas et modèles de comportement socio-culturels comme des facteurs de discrimination devant être modifiés. Alors, étonnamment, je dis étonnamment compte tenu de la réalité de la situation des femmes à travers le monde, étonnamment, ce texte a été ratifié par la quasi-totalité des États, puisque sur à peu près 200 États, il n'y en a que 6 qui ne l'ont pas ratifié. L'Iran, la Somalie, le Soudan, les Tonga, le Palau et les États-Unis, étant précisé que les deux derniers ne l'ont pas ratifié, mais ils l'ont signé, ce qui indique une forme d'adhésion de principe aux idées dont le texte est porteur. Et donc ce texte sur les droits des femmes, c'est le deuxième texte le plus ratifié dans le monde, juste après la Convention sur les droits de l'enfant.
Alors, ça peut paraître étonnant, mais en réalité, il faut préciser qu'il s'agit, entre guillemets, d'une sorte d'universalisme de convenance, puisque la Convention autorise des réserves à l'égard de tous ces articles, ce qui n'est pas le cas de toutes les conventions. Dans certaines conventions internationales, il est possible d'émettre des réserves sur certains points, mais pas sur tous. Et là, il est possible de faire des réserves sur tous les articles. Or, plus d'un tiers des États ont émis des réserves, et ces réserves sont assez larges, puisque souvent, ces réserves, c'est pour préciser que l'application de la Convention se fera dans le respect des prescriptions religieuses ou constitutionnelles. Et donc, ces réserves, elles ont une portée importante qui réduit d'autant la portée quasiment universelle au premier abord de façade de la Convention. Alors, malgré tout, il faut quand même noter que progressivement, certains États ont levé leurs réserves, et donc, sans être parfaite, évidemment, hein, loin de là, cette Convention, elle a probablement contribué, et elle contribue encore, au progrès en matière de droits des femmes dans le monde. Alors, je poursuis un peu sur le droit international, mais je vais un peu réduire le champ dans l'espace, puisque dans le droit international, en plus de ces grands textes à vocation universelle, on a aussi des textes à l'échelle régionale. Alors régionale, mais d'un point de vue mondial, hein, c'est-à-dire finalement à l'échelle continentale. Alors ces textes que l'on rencontre à des échelles continentales, ce sont souvent des textes dont l'application est contrôlée de façon plus efficace que les textes à vocation universelle. Et puis, ça c'est un point quand même particulièrement intéressant, c'est que ces textes-là, ils sont moins sujets à la critique au nom du relativisme culturel, puisqu'ils sont élaborés à l'échelle continentale. Alors, je vais mentionner ici uniquement 3 organisations parmi les plus importantes. Alors, d'abord, sur le continent américain, on a la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969, qui pose un principe de non-discrimination en fonction du sexe. Et elle a été utilement complétée dès 1994, je dis dès 1994 parce que sur les autres continents c'est un peu plus tardif, par la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme. Et donc c'était le premier texte international qui traitait spécifiquement de la question de la violence. Et c'est aussi le premier qui l'a envisagé sous tous ses aspects, physiques, psychologiques, dans la sphère publique, dans la sphère privée, etc. Et tous ces textes, donc celui spécifique aux violences et le texte américain qui protège les droits de l'homme, le respect de ces textes est contrôlé par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui va adopter une vision globale de la question des discriminations. Et cette vision, ça l'a conduit à condamner les discriminations fondées sur le sexe ou le genre, y compris lorsqu'elles sont structurelles, indirectes et ou en retenant une approche intersectionnelle. Ensuite, sur le continent américain, on a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui date de 1981, qui interdit les discriminations sexistes en des termes neutres, dans son article 2, et qui contient aussi un article qui est sexo-spécifique, c'est l'article 18, qui pose un objectif d'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Ce texte, il a été complété en 2003 par un protocole relatif spécifiquement aux droits de la femme en Afrique, dit protocole de Maputo. Et ce texte, eh bien, il contient notamment des dispositions qui portent sur des situations plus précises, et en particulier sur les violences, sur ce qu'il désigne comme étant des pratiques néfastes. Et ce texte également, il interdit le mariage des filles avant 18 ans. J'y reviendrai un peu par la suite sur la question du mariage. Pour terminer sur les textes à l'échelle continentale, au niveau européen, on a évidemment la Convention européenne des droits de l'homme, 1950, c'est la plus ancienne des 3 textes que je suis en train de citer, qui interdit les discriminations fondées sur le sexe dans les droits protégés par la Convention. Donc ce n'est pas un principe autonome de non-discrimination, ça ne porte que sur les droits protégés par la Convention. Et puis ce texte, il a été complété par une convention qui porte sur les violences à l'égard des femmes, qui a été adoptée plus tardivement que sur le continent américain, puisque c'est la Convention d'Istanbul qui date de 2011. Alors, finalement, on voit que les textes élaborés au niveau international, qu'ils soient à vocation universelle ou régionale, sont assez nombreux, assez complets. On peut souligner une diversité de méthodes, puisque ça va de l'universalisme abstrait à la protection catégorielle et thématique, en particulier sur la violence. Alors maintenant, si on regarde les règles étatiques,
Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir faire un panorama de l'ensemble des pays du monde, hein, donc je vais forcément moins détailler. Sur les règles étatiques, la plus élevée des normes au sein de chaque État, c'est la Constitution. Et là, on voit qu'il y a une situation qui progresse, puisque alors, dans une analyse de 2015, il y avait 85% des États, qui est quand même une forte majorité, qui garantissaient l'égalité générale des droits des femmes. Et puis, on voit que ce chiffre est en augmentation, puisque parmi les constitutions qui ont été adoptées depuis la CEDAW, c'est-à-dire depuis la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes de 1979, donc depuis cette convention, parmi les nouvelles constitutions, il y en a 93% qui garantissent l'égalité générale des droits des femmes. Alors, au-delà de ces constats, qui jusqu'à présent sont relativement positifs, il faut bien sûr observer la réalité et l'effectivité des droits des femmes dans le monde. Et là, je vais essayer de préciser un petit peu la situation en droit des personnes et de la famille, et plus précisément de donner quelques indicateurs, quelques éléments de réflexion sur le mariage et la reproduction. Alors, outre le fait qu'il est vrai, ce sont mes domaines de spécialité, j'ai aussi choisi ces domaines pour 3 raisons, sur lesquelles je vais revenir brièvement. D'abord, la reproduction et le couple, c'est le champ d'expression premier du patriarcat. Or, celui-ci est quand même à l'origine des inégalités réelles entre les femmes et les hommes. Ensuite, le noyau familial reste, même dans les sociétés dans lesquelles le principe d'égalité est reconnu et affirmé, eh bien, ce noyau familial reste un lieu de discrimination. Je crois que le meilleur témoignage de cela, c'est la persistance des violences conjugales en France en 2022. Et puis la troisième raison, c'est que ce thème, le couple, la reproduction, la famille en général, il a été choisi en 2019-2020 par ONU Femmes pour rendre compte des progrès des femmes dans le monde et en souligner à la fois l'effectivité, c'est-à-dire que c'est une réalité, il y a quand même des progrès, mais aussi la lenteur, voire l'extrême lenteur. Alors, d'une manière générale, on voit qu'à l'échelle mondiale, il y a un lent recul du patriarcat dans les normes juridiques portant sur la famille, surtout depuis la deuxième moitié du XXe siècle, finalement depuis les textes internationaux que j'ai évoqués précédemment. Mais avec toujours des résistances, voire parfois des tentatives de recul, au nom de valeurs familiales qui restent d'une façon générale assez moralistes. Alors, je vais aborder rapidement 4 points. L'âge du mariage, les droits des femmes mariées, l'interruption volontaire de grossesse et les violences conjugales. Alors, le premier point, donc, c'est la question de l'âge du mariage. Alors, il y a actuellement en vie dans le monde 650 millions de filles et de femmes qui ont été mariées alors qu'elles étaient enfants, alors que le mariage des enfants est évidemment reconnu comme une violation des droits humains, notamment parce que ça expose les femmes, les filles, à davantage de violences familiales, y compris sexuelles, à des grossesses précoces et non désirées, et à ne pas poursuivre de scolarité. D'un strict point de vue juridique, l'âge légal du mariage est pourtant fixé à 18 ans dans la plupart des pays du monde. Mais cela ne suffit pas à empêcher le mariage des enfants. Alors, il y a essentiellement 2 raisons à cela, au fait que la législation ne suffise pas. D'abord, dans beaucoup de législations, il y a des exceptions qui autorisent le mariage des enfants, notamment en cas d'autorisation donnée par les parents. Donc même si le principe, c'est le mariage à 18 ans, eh bien, il y a la possibilité de passer outre ce principe. Et l'autre raison, c'est qu'il y a des mariages coutumiers d'enfants qui continuent à être célébrés dans les pays dans lesquels le droit a peu d'emprise sur les habitudes coutumières. Alors maintenant, si on regarde l'évolution, toujours d'un strict point de vue juridique, on peut observer une tendance à la suppression des exceptions, et de fait, eh bien, ça, c'est une évolution du droit qui contribue à réduire le mariage des enfants. Mais en réalité, si les évolutions du droit contribuent au changement des pratiques, ce n'est pas suffisant. Et ce qui y contribue le plus, c'est l'amélioration du niveau d'éducation des parents et des jeunes filles, ainsi que la perspective d'une protection et d'une sécurité économique en dehors du mariage. C'est ça qui reste les leviers les plus efficaces. Alors, en pratique, par exemple, au Bangladesh, on a assisté à une baisse importante
des taux de nuptialité d'enfants et de fécondité, qui a pu être attribué en grande partie à l'emploi des femmes dans la filière vestimentaire orientée vers l'exportation. Et donc c'est là qu'on voit que finalement le levier le plus efficace, c'est la sécurité économique. Et puis d'une manière plus large, c'est l'Asie du Sud qui a enregistré le plus fort recul du mariage des enfants. On a une probabilité d'être marié avant 18 ans qui est passée de 49% à 30% entre 2010 et 2020. Donc sur 10 ans, on est quand même passé de la moitié à un peu moins d'un tiers. Au total, dans le monde, on a quand même un progrès certain. Selon une estimation de l'UNICEF, il y aurait 25 millions de mariages d'enfants qui auraient été évités ces 10 dernières années grâce aux progrès accomplis. Alors, je vais quand même dire un mot sur la situation en France, même si elle ne pose pas de problème majeur à cet égard. L'âge légal du mariage, il est passé à 18 ans pour les filles, mais seulement depuis 2006. C'est quand même pas très, très vieux. Et dans une loi relative aux violences dans le couple. Auparavant, c'était 15 ans pour les filles, donc avant 2006 en France. Alors, il faut quand même préciser que toute possibilité de mariage d'un mineur n'est pas exclue, puisque le mariage d'un mineur en France est possible, avec une dispense du procureur de la République pour motif grave et une autorisation d'au moins un des parents. Alors, comme il faut une dispense du procureur de la République, c'est quelque chose qui, en pratique, se fait très peu. Ça se fait tellement peu que je vous avoue que je n'ai pas trouvé de chiffres, mais je n'ai jamais vu de jurisprudence, de décision à ce sujet. Et puis, la législation française a également pris une disposition qui est très ancienne pour prévenir le risque de mariage religieux qui ne respecterait pas les règles du mariage civil. Et cette disposition, c'est tout simplement qu'il est interdit en France de célébrer un mariage religieux entre deux personnes qui ne sont pas déjà mariées civilement entre elles. C'est une disposition qui est assez ancienne. Alors, le deuxième point, c'est donc les droits dans le mariage. Alors là, on a des données qui sont disponibles sur 189 pays. Et sur ces 189 pays, il n'y en a que 64 qui ont une législation, qu'on va dire, globalement satisfaisante, puisqu'il n'y en a que 64 qui, à la fois, criminalisent le viol conjugal, ne prévoient pas que les femmes mariées obéissent à leur mari et leur reconnaissent les mêmes droits de se déplacer en dehors du domicile, d'avoir un emploi et de choisir où vivre et de faire une demande de passeport. Donc c'est un peu des droits de base quand même, et il n'y en a que 64 sur 189. Et je dois dire que du point de vue de l'état des législations, c'est sans doute un des chiffres les pires en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, au niveau européen, on a un protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, article 5 du protocole 7, ratifié par 43 États, qui protège bien l'égalité entre les femmes et les hommes mariés. Et en France, à cet égard, il n'y a presque plus de difficultés. L'incapacité de la femme mariée, la suppression de l'incapacité de la femme mariée, ça date de 1938. Le véritable tournant qui donne une égalité d'une façon générale, ça date des années 70. Les dernières sexospécificités, elles ont disparu en 1985. Donc on est à 40 ans d'égalité dans le mariage. Il reste une restriction en matière de droits des personnes et de la famille. Elle concerne le nom de famille des enfants, puisque encore aujourd'hui, en l'absence de déclaration, si on ne fait rien de particulier, l'enfant prendra systématiquement le nom de son père. Donc il est possible de faire autrement, évidemment, mais il faut une déclaration, il faut le préciser, sinon ce sera le nom du père. Alors ça reste une disposition qui est discriminatoire, mais elle ne frappe pas spécifiquement les femmes mariées. C'est une discrimination générale entre les pères et les mères. Troisième point, l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse. Alors, ce droit, il n'est mentionné expressément dans aucun texte international. Dans tous ceux que je vous ai cités au début, eh bien, il n'y en a aucun qui contient un droit à l'avortement. Néanmoins, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, donc qui surveille la bonne application des pactes de 1966, il a précisé que, alors ça reste assez flou, les États parties, je cite, les États parties doivent donner accès à l'avortement dans des conditions de sécurité pour protéger la vie et la santé de la femme enceinte et lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme une douleur ou une souffrance considérable, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste ou que le fœtus présente des malformations mortelles.
Donc ça reste quand même assez flou puisque voilà, quand on parle de douleur ou souffrance considérable, évidemment, ce n'est pas défini et ça reste une interprétation du Comité des droits de l'homme. On n'a pas de texte qui protège clairement le droit à l'avortement. Au niveau des législations nationales, les États qui interdisent totalement l'avortement sont devenus très minoritaires. Il y en a une quinzaine aujourd'hui. Mais dans la plupart des États qui ont légalisé l'avortement, il y a des conditions très strictes. C'est-à-dire que souvent, le motif le plus courant qui permet d'accéder à l'IVG, ça va être le danger pour la vie de la mère, c'est le plus courant, suivi juste après du viol, de l'inceste et des malformations graves du fœtus. Et en fait, les pays qui permettent l'accès à l'avortement sur demande de la mère avant un terme défini de grossesse, comme la législation française, ils se trouvent principalement en Europe et en Amérique du Nord. Et puis, on a également une proportion non négligeable d'États d'Asie qui en font partie. Et à l'inverse, les législations les moins permissives se trouvent plutôt en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et en Afrique. Mais alors, là encore, entre le droit et la réalité, eh bien, il y a une grande différence, puisque la réalité d'accès, elle dépend aussi évidemment des normes sociales, de l'existence de centres de soins accessibles et de qualité, et également de la volonté des professionnels de santé. Et donc, par exemple, en Italie, l'avortement est permis, mais il y a 2/3 des médecins qui utilisent leur clause de conscience pour refuser de pratiquer des interruptions de grossesse. Et de fait, ça complique, ça perturbe l'accessibilité de l'interruption de grossesse. Alors, pour mesurer la solidité du droit à l'avortement, je crois que, vu l'actualité, j'étais un peu obligée d'en parler, il faut aussi regarder sa source. Et là, ça me conduit à rappeler très brièvement la situation aux États-Unis, notamment pour comparer avec l'Europe. Donc, comme on le sait, le 24 juin 2022, la Cour suprême américaine, c'est l'arrêt Dobbs, est revenue sur sa précédente jurisprudence qui datait de 1973. Et cette jurisprudence de 1973, elle protégeait constitutionnellement l'avortement en considérant qu'il découlait du droit au respect de la vie privée. C'était assez avant-gardiste comme position, puisqu'on n'est qu'en 1973, et la Cour suprême américaine impose à tous les États américains de légaliser l'avortement en considérant que ça découle du droit au respect de la vie privée. Et donc, elle est revenue sur cette jurisprudence en 2022, ce qui, du coup, permet à chaque État de mettre en place une législation restrictive, voire même prohibitive, ou d'autoriser l'avortement. Mais tout cela dans les conditions, à condition que la constitution de l'État en question l'autorise. C'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a la constitution de chaque État américain et il y a la constitution des États-Unis. Et donc aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des États qui essayent de mettre en place des législations restrictives, voire prohibitives, mais il y a des actions, des procédures qui sont encore en cours pour éviter qu'elles soient mises en application. Donc aujourd'hui, il y a quelques États dans lesquels l'avortement, de fait, n'est plus autorisé aux États-Unis. Alors, c'est là que je voulais comparer, puisque de ce côté de l'Atlantique, la Cour européenne des droits de l'homme, elle, n'a jamais jugé que le droit au respect de la vie privée protégeait un droit à l'avortement. Et donc, il n'a été autorisé qu'en 2018, en Irlande. Il reste totalement interdit à Malte et en Andorre. Et la Pologne, en 2020, a très largement durci sa législation, puisque désormais, l'avortement en Pologne n'est autorisé qu'en cas de danger pour la femme, viol ou inceste. Et je voulais terminer encore avec deux éléments. D'abord, pour relever que le premier pays qui a autorisé l'avortement en Europe, c'est la Russie, en 1920, et que l'avortement est légal et très accessible en Chine. De sorte que cette question de l'accès à l'avortement, je crois qu'elle est complexe, mais que ce n'est pas forcément le meilleur indicateur du respect des droits humains, même si naturellement, ça en fait partie. Alors, pour ce qui est de la France, il y a eu plusieurs lois qui ont renforcé le droit à l'avortement, notamment la dernière, elle date du 2 mars 2022, et elle a allongé le délai de l'IVG de 12 à 14 semaines, et puis actuellement, il y a plusieurs propositions de loi qui ont été déposées pour constitutionnaliser le droit à l'avortement à la suite de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc, elles sont actuellement en cours d'examen, mais pour modifier la Constitution, il faudra de toute façon une approbation du Sénat, puis en principe un référendum, sauf si ça venait du gouvernement.
Alors, le dernier point par lequel je terminerai, c'est la question des violences conjugales. Alors, aucun texte à vocation universelle ne traite expressément de cette question, mais le comité de la CEDAW a déclaré que la violence à l'égard des femmes constitue une discrimination contre les femmes et les empêche, partiellement ou totalement, de jouir des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales. De sorte qu'on peut considérer que tous les textes protecteurs des droits fondamentaux incluent nécessairement une protection contre les violences faites aux femmes. Si on protège la non-discrimination, forcément on protège contre les violences faites aux femmes. En outre, au niveau régional, il y a des textes protecteurs qui traitent spécifiquement de cette question des violences conjugales, je les ai cités tout à l'heure. Malgré cela, les violences restent une réalité. À l'échelle mondiale, on a presque 18%, presque un cinquième, des femmes entre 15 et 49 ans qui ont subi des violences physiques ou sexuelles au sein du couple au cours des 12 derniers mois. Donc presque un cinquième, juste au cours des 12 derniers mois. Et donc les violences familiales constituent, selon un rapport des Nations Unies, je cite, « l'une des violations des droits humains les plus fréquentes et les plus systémiques à l'échelle de la planète ». La plus forte proportion de femmes touchées se trouvant en Océanie, si on retire l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pourtant, si on regarde la législation, à l'échelle des États, la grande majorité, les 3/4, disposent d'une législation protégeant expressément les femmes contre les violences domestiques, en particulier en prévoyant la possibilité d'émettre des ordonnances de protection, comme c'est le cas en droit français depuis 2010. Donc, les 3/4 des systèmes juridiques ont finalement cessé de considérer les violences comme des affaires privées, ce qui était un obstacle à la lutte contre les violences pendant longtemps, c'est qu'on considérait que l'État s'arrêtait aux portes de la maison familiale. Donc, la plupart des pays ont changé d'optique. Ils considèrent désormais ces violences comme des manifestations systémiques des inégalités et comme des problèmes de santé publique. Et malgré ça, ça ne s'améliore pas vraiment, enfin en tout cas trop lentement. Alors, le maintien de ce haut niveau de violence, il s'explique sans doute en raison de la persistance d'une norme sociale qui attend une domination de l'époux et une docilité ou même une obéissance de l'épouse. Je dis époux-épouse, mais ça peut se transposer à tous les types de couples composés d'un homme et d'une femme. En plus, ces violences sont facilitées par tous les types de vulnérabilité physique, mais aussi économique. Et puis, du côté des autorités policières et judiciaires, il y a la persistance d'attitudes de banalisation et de minimisation, et puis un manque de moyens alloués à la lutte contre les violences. Et donc, là encore, on voit que l'existence d'une norme juridique, c'est sans doute utile, c'est un préalable, c'est un accompagnement, mais ça ne suffit pas pour parvenir à l'égalité. Alors, en Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, elle condamne les États qui, concrètement, ne protègent pas assez efficacement les victimes. Elle a vraiment une approche concrète, et donc elle regarde si les États interviennent ou si, au contraire, ils font preuve d'une inaction, d'une passivité et d'une tolérance généralisée. Et dans ce cas-là, elle considère que ça constitue une discrimination à l'égard des femmes. Donc elle utilise bien la non-discrimination pour sanctionner la tolérance à l'égard des violences conjugales. Et donc, finalement, elle considère que la Convention européenne des droits de l'homme impose la mise en place d'un système de protection et de sanctions effectivement mis en œuvre, efficace. Alors, sur la situation en France, sur les législations, il y a eu la première loi qui lutte de façon spécifique au niveau civil, c'est-à-dire au niveau de la famille, contre les violences conjugales. Elle date de 2004, il y en a une autre en 2006, une très importante en 2010, puis il y a à nouveau eu 2 textes en 2019 et en 2020. Et pourtant, les chiffres peinent à baisser. Alors, finalement, pour conclure, dans le domaine des violences comme dans les autres, on constate que les législations sont des outils de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elles ont longtemps soutenu les inégalités, elles les ont mis en place, elles les ont validées, et elles tendent aujourd'hui à l'égalité d'une façon générale, mais ces normes, elles ne peuvent pas, à elles seules, bouleverser les schémas du patriarcat. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Alors, les différentes méthodes du droit, qui vont de l'universalisme abstrait à la protection catégorielle et thématique, qui peut du coup inclure des discriminations positives, par exemple, ces différentes méthodes, elles présentent sans doute toute une utilité.
Mais les normes qui portent un objectif d'égalité réelle sont peut-être les plus efficaces. Elles témoignent d'une meilleure compréhension de la construction des inégalités et elles sont donc plus performantes pour les déconstruire. Mais l'égalité formelle, le principe, ça constitue souvent une première étape nécessaire avant de passer à l'égalité réelle. Et cette première étape, il faut quand même souligner qu'elle n'a pas encore été franchie partout dans le monde, et en particulier dans les législations qui concernent le mariage, qui reste le berceau du patriarcat. Je vous remercie.